Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans mes locaux à Rennes un Breton qui va se présenter et qui s'appelle Nicolas Tourneur. À ne pas confondre avec le Tourneur. Voilà, on n'est pas de la même famille. Il y a un le qui nous sépare. Je ne sais pas si c'est important ou pas, mais en tout cas, voilà. Le Tourneur pour cacher un tourneur, du coup. Donc Nicolas, bienvenue. Merci. Merci d'être venu jusque chez moi. Enregistrer un épisode que je voulais faire depuis plusieurs mois. En fait, sur le côté freelance, sur l'importance effectivement que prend ce mode de travail dans le monde RH. Tu as franchi le pas. Tu vas nous expliquer pourquoi, comment, ce qui t'est arrivé et ce que tu faisais avant, ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu le fais et en quoi, à mon sens, la réponse quand on embauche, quand on a un poste à pourvoir, un poste de RH en l'occurrence, n'est pas toujours le contrat CDI ou le contrat CDD. Il y a d'autres modes de travail aujourd'hui. Et c'est là-dessus que toi, tu interviens et sur lesquels tu vas nous parler de ton aventure. Ce que je te propose, déjà, Nicolas, c'est de te présenter en quelques mots, prendre le temps qui va bien, expliquer en fait ce qui t'a amené à choisir les ressources humaines aujourd'hui comme fil conducteur de ta carrière, quel que soit d'ailleurs le statut. Voilà, je te laisse nous expliquer qui tu es. Merci Florent déjà de me recevoir et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, alors pour commencer, j'avais un parcours plutôt linéaire dans les ressources humaines. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance de très vite penser que ce serait un métier qui me conviendrait. Sortie du baccalauréat, début des études, on commence à choisir nos options et je choisis assez rapidement l'option RH pensant que c'était le bon alliage pour moi entre le monde du business qui me plaît, le monde de l'entreprise, celui dans lequel je pensais me sentir bien en tout cas, et cette approche, du moins que j'avais à l'époque, de la construction par les salariés, par les people pour faire grandir l'entreprise. Et donc je fais un premier stage, je pense, comme beaucoup d'entre nous, une première alternance aussi, dans le milieu des ressources humaines qui m'a, aux surprises, complètement conforté dans cette lecture-là. Dans un milieu plutôt traditionnel en l'occurrence, puisque c'était pour l'entreprise Stellantis, bien connue à Rennes, qui s'appelait PSA à l'époque, donc un constructeur automobile, où j'ai commencé à comprendre les enjeux du métier, notamment du métier de RH de proximité, puisque c'est au travers de ce premier métier que j'ai fait mon tout premier stage. Et donc, conforté par ça, tu l'as fait mais très tôt en fait dans tes études supérieures. Tout à fait, bac plus 2, puisque je suis passé par un DUT GEA option RH qui permet de se tester assez rapidement dans le monde professionnel. Et cette approche, tu vois, d'être aux côtés des collaborateurs, d'être le relais du DRH aussi pour dérouler sa stratégie. Alors évidemment, en tant que stagiaire, j'étais plus sur une position d'écoute et de gestion de projet. Mais en tout cas, ce que j'ai observé m'a conforté dans cette idée de poursuivre la voie de RH. Et donc, j'avance dans mes études jusqu'au premier grand point de passage, qui est ma dernière alternance en Master 2, où je rejoins un milieu totalement différent, après avoir fait l'industrie automobile et l'agroalimentaire, le monde de l'informatique, avec une société qui s'appelle Claranet, qui ne faisait pas la taille qu'elle fait aujourd'hui, puisque plutôt plus PME, on va dire, que ETI. Et là, ça a été une immense révolution pour moi, puisque non seulement j'ai compris que j'avais choisi le bon métier, celui qui me plaisait par rapport aux enjeux qu'on vient d'évoquer, mais que j'avais choisi aussi un secteur d'activité qui me plairait beaucoup
et pour lequel je suis finalement resté encore 10 ans de plus. Alors, secteur d'activité, c'est celui de l'informatique. C'était en pleine transformation dans les années 2010, avec beaucoup de sociétés en hyper-croissance notamment, et c'était le cas de Claranet. Et alors, j'y ai littéralement tout appris. J'ai eu beaucoup de chance par le contexte de l'entreprise qui est en croissance, et la croissance amène des enjeux RH assez importants, et d'innovation et de réinvention RH. Et j'ai aussi eu beaucoup de chance pour une deuxième raison, c'est l'équipe RH qui dirigeait Claranet, qui était tout simplement formidable, et deux femmes qui m'ont appris le métier de RH de proximité, le métier de la formation, le métier du recrutement aussi. Et c'est ce qui m'a permis, dans un dernier temps, de passer de l'autre côté de la barrière, on va dire, celui du leader RH en quelque sorte. La toute première fois pour un éditeur de logiciels, où je suis arrivé en tant que premier RH, la société Steeple en l'occurrence, qui est rennaise. Et une deuxième fois, même logique, et c'est devenu un peu maintenant un gimmick dans mon parcours, de reconstruire cette fois-ci, pas construire, reconstruire un service RH pour la société Blanc, donc qui est une filiale tech du Crédit Agricole. Donc tu vois, j'ai un parcours RH assez traditionnel, d'assistant RH, chargé RH, RH de proximité, puis RRH, puis DRH. Et donc... Par contre, des points communs à chaque fois sur un peu de la création de fonctions, ou en tout cas dans les premiers temps de la fonction RH? Oui, c'est vrai, tout à fait. J'ai un profil beaucoup construction, désormais on peut le dire, ou reconstruction, puisque Claranet, lorsque je suis arrivé, on était sur une entreprise de 200 personnes, morcelée par établissement géographique. Et maintenant, on l'a vu aussi avec, bien sûr, la crise du Covid, ils étaient passés sur un format totalement matriciel, où il n'était plus question de où je suis en tant que salarié, où je me situe en tant que manager, mais bien à quel business unit je suis rattaché. Et tout l'accompagnement RH était pensé autour de ces business units-là, ce qui était un grand changement pour nous. Et donc, le métier a beaucoup évolué à ce moment-là, donc ça entend beaucoup de reconstruction de tous nos processus, de liberté aussi qu'on accordait aux managers, etc., etc. Et pour les autres entreprises qui étaient de taille beaucoup plus petite, 40, 50, jusqu'à 150 collaborateurs, là, effectivement, on est sur une première fonction RH ou la reconstruction d'une fonction RH après un premier profil qui aurait quitté l'entreprise. Dans ces entreprises, c'est quoi les défis auxquels tu as été confronté? Qu'est-ce qui était le plus dur peut-être pour toi? Il y en a eu beaucoup. Je dirais le premier, c'est les difficultés de la croissance et les changements culturels qui vont avec. C'est-à-dire qu'une jeune entreprise, une entreprise en hypercroissance, tous les membres qui la composent grandissent en même temps qu'elle, y compris le dirigeant ou la dirigeante, qui est certainement extrêmement doué pour créer une entreprise, trouver un business, signer ses premiers clients notamment, créer les premiers maillons de sa culture d'entreprise, mais qui doit ensuite se re-challenger quand ils ont fait x2, x3 ou x10 comme pour Claranet sur la taille de l'entreprise. C'est la même chose pour les managers intermédiaires, qui sont déjà, qui commencent à exister, qui est déjà quelque chose d'important, deux, qui deviennent de plus en plus nombreux et qui sont indispensables pour permettre la croissance de l'entreprise, et trois, les salariés eux-mêmes qui vont plus être les mêmes ou qui n'auront pas besoin des mêmes qualités en fonction du stade de l'entreprise. Donc ça a été, je dirais, l'enjeu le plus important pour moi. Ok. Alors, c'est quoi le déclic qui t'a poussé aujourd'hui à passer de DRH salarié à DRH freelance, si on peut appeler ça comme ça, mais tu l'appelleras comme tu veux, c'est toi qui vas décider. Je pense que tu le décris bien. J'avais toujours eu cette idée de monter mon entreprise quand je serais un peu plus âgé, que j'aurais développé de l'expertise sur un domaine bien précis. J'imaginais aussi, pour tout te dire, passer côté enseignement, puisque j'avais bien aimé l'école, pour tout te dire. J'avais bien aimé les cours que j'avais reçus dans mon école de management RH, et je m'étais imaginé un jour repasser de ce côté-là pour transmettre les choses que j'ai apprises. En revanche, là où j'ai été moins maître mon dessin, il faut le dire, c'est un fait de jeu qui m'a fait passer assez rapidement côté freelance RH, puisque l'entreprise pour laquelle je travaillais s'est restructurée. Avec aussi une fusion, et de ce fait, il n'y avait plus de place pour moi. Donc, c'était une filiale du Crédit Agricole, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et tu aurais pu aller au sein du Crédit Agricole, il n'y a pas une opportunité? Ouais, c'est vrai, tu as raison, il y a ces choses-là, mais une fois qu'on a cette opportunité... Tu te voyais dans un grand groupe comme le Crédit Agricole versus les entreprises précédentes? Un peu moins, c'est une bonne question, peut-être. Qui reste une belle entreprise, parce que le sujet n'est pas là. C'est une super entreprise qui m'a d'ailleurs proposé un autre poste, c'était tout à fait lié, et qui aurait été franchement passionnant. Mais comme j'avais cette idée en tête, que certes j'imaginais plus tard, je me suis quand même dit, c'est pas tous les jours que on te ôte cette peur, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'étais un salarié toute ma vie. Mes parents étaient salariés, alors je ne sais pas si c'est lié. Mais en tout cas, je ne m'étais pas imaginé me lancer tout de suite. Et
une fois que alors, je sais pas si c'est le destin, mais c'est un petit peu ça quand même, vient frapper à ta porte, moi, je me suis dit qu'il y a quand même un signe assez fort et que c'était l'occasion ou jamais de tester. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, c'est le moment. Si ça doit arriver maintenant, ce sera à faire maintenant. Ok, donc là, ça, c'est vraiment le déclic. C'est le déclic. Ok. Ensuite, je me suis dit, bon, ouais, concrètement, quelle est ma valeur? Qu'est-ce que je suis capable d'apporter à des entreprises? Là, la première chose que j'ai fait, c'est discuter avec d'autres RH qui ont sauté le pas, parce que j'ai l'impression, la perception qu'il y a une tendance de fond sur cette approche indépendante du métier de RH, parce que on a besoin de plein de RH différents en fonction de la situation de l'entreprise. Donc, avec l'aide qu'on m'a fournie, je me suis demandé, mais quelle est ma valeur? Et ce qui en est ressorti, c'est que j'ai un profil plutôt de construction, un profil de début d'entreprise, de début de service RH, et un profil plutôt entreprise qui ont envie de se transformer, qui ont envie de placer les salariés au cœur de leur développement économique, qui se disent la performance, un des leviers de performance de mon entreprise, c'est les personnes qui la composent. Il y avait aussi cette perception de la tech, ce positionnement de la tech qui finalement n'est pas resté très longtemps parce que j'avais trop segmenté et je me suis aperçu notamment sur le territoire breton qu'il y avait plein d'entreprises qui étaient dans cette optique-là, tech ou pas tech. Donc si je résume, j'ai créé mon portfolio, j'ai créé ma proposition de valeur qui était construisez votre premier service RH, reconstruisez votre service RH si l'entreprise est dans une situation qui le nécessite, seul, ou directement auprès du dirigeant ou auprès de la DRH si elle a besoin d'un conseil particulier par rapport au moment de carrière où elle se situe. Ok. Est-ce que tu as eu des freins ou des doutes au moment de basculer de salarié à freelance? Ouais, totalement. La question que je me posais, c'est à quel point on peut créer de la confiance avec le ou la dirigeante et la DRH qui est en place lorsqu'on est sur un contrat très temporaire. Ça a été très vite balayé puisque lorsque je travaillais chez Clarinet, on a été beaucoup accompagné par des cabinets justement parce que l'entreprise se transformant, des entreprises de consulting sont intervenues pour nous aider à faire grandir l'organisation. Et c'est ces personnes-là qui m'ont appris ce qu'était la posture conseil, qui est assez proche finalement de la posture du DRH, qui est toujours sur cette phase d'écoute, cette capacité d'empathie auprès du dirigeant ou de la dirigeante. Et je trouvais qu'il y avait finalement pas tant que ça d'écart entre le rôle du DRH au quotidien et celui du DRH de transition, si on prend ma première mission par exemple, qui est une mission de DRH de transition. Ok. Et qu'est-ce que tu as préparé à titre pro ou à titre perso pour réussir cette transition? Est-ce que comment tu t'es sécurisé aussi financièrement? Comment est-ce que tu as construit tout ça? Ouais, c'est une excellente question parce que c'est un des principaux enjeux. Alors la chance que j'ai eue entre guillemets, c'est quand on est remercié, comme c'était mon cas. La France permet d'avoir quand même plein de soutiens financiers et certains disaient avec qui j'ai changé, c'est le premier financeur de France, le premier incubateur de start-up. J'appelle ça Cédric Ventures. Voilà, exactement. Donc ça, il faut en être reconnaissant. Je me suis fait accompagner où j'ai écouté pas mal de podcasts sur la structuration de l'entreprise en tant que telle, ce qui était une totale nouveauté pour moi. Et ce que j'ai préféré notamment, c'est le board, tu vois, qui est un support alors très généraliste. Mais finalement, excellent podcast de Flavie Prévost. Voilà, exactement. Une entreprise RH individuelle, c'est la même chose qu'une entreprise de marketing individuelle ou de design ou autre. Donc ça, c'était la première chose, l'accompagnement juridique. J'ai un peu de chance aussi dans le sens où dans mon tissu familial, ma compagne d'abord et mon beau-père et mon père sont aussi entrepreneurs. Donc, ils ont pu, on va dire, me guider un petit peu sur la Ils t'ont pas freiné non plus? Non, ils m'ont pas freiné. Je dirais même qu'ils m'y ont poussé, puisque voyant, comment dire, qu'il y avait une expertise maintenant assez certaine qui se développait de mon côté, et que même dans leurs entreprises constataient ces besoins d'accompagnement RH très spécifiques, ils ont réussi à se projeter sur quels problèmes on peut résoudre lorsqu'on est des RH temporaires, on va dire. Et ça les a amenés à me pousser. C'est intéressant parce que tu vois, nous chez We Feel Good, on fait appel à des indépendants pour nous aider sur un certain nombre de missions. Et on voit deux types de personnes qui se sont positionnées sur des structures indépendantes. Tu as des personnes comme toi qui l'ont fait par choix, par envie, peut-être pour la vie, peut-être pour une période déterminée, et puis de toute façon, on ne sait jamais ce qui est fait demain. Et puis tu as d'autres personnes, malheureusement, qui n'ont pas trouvé de travail et donc qui ont pris cette posture de freelance quelque part pas en désespoir, mais en mode de toute façon j'ai pas trouvé de taf de manière classique en CDI CDD, donc je vais créer mon propre emploi. Et on voit effectivement un état d'esprit qui est pas tout à fait le même, et parce que c'est
pas la même chose quand c'est un peu subi, contraint, que choisi, assumé et en jeu. Parce que je trouve qu'il y a un sujet t'en as pas encore parlé, mais qui est important, c'est le côté commercial. Parce que quand tu crées ta structure, quand tu es indépendant, et c'est la même chose quand tu n'es pas indépendant d'ailleurs, hein, personne t'attend en fait. Tout le monde n'est pas là en train de dire ah ça y est, il va sauver ma vie, heureusement qu'il crée sa structure. Des RH qui sont freelance, il y en a beaucoup aujourd'hui sur le marché. Donc comment est-ce que toi tu as travaillé sur ce sujet pour structurer un peu ton offre et te positionner sur ce marché qui est quand même en même temps important mais qui est un océan rouge quoi. Tu as totalement raison, c'est un océan rouge je pense. Le côté subi versus voulu, il est toujours partagé jusqu'à ce qu'on ait accepté qu'on soit dans cette situation. Effectivement, j'ai rencontré des pairs qui ont subi cette situation, ce qui est un peu mon cas au départ aussi, c'est-à-dire que ce fait de jeu dont je parlais au tout départ, je l'avais imaginé à un certain horizon, mais pas celui-ci. Pas si tôt. Exactement. Et j'ai dû faire ce travail aussi d'acceptation. Et d'ailleurs, la preuve, on en a parlé de ce repositionnement en interne qui m'a été proposé, et je les en remercie, que j'ai certes refusé, mais qui était l'élément réconfortant que j'ai voulu poursuivre parce que je n'avais pas encore accepté ou décidé que je voulais vraiment aller dans cette voie. Une fois que ça c'est derrière nous, je pense effectivement que pour bien construire sa première entreprise RH, entreprise individuelle en tout cas j'entends, on doit déterminer ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas bien faire. On a parlé de ma proposition de valeur qui était assez claire à trouver dans le sens où j'ai un parcours assez linéaire comme je le disais, qui fait que j'ai pu identifier assez facilement ce que je savais faire. Et aussi ce que je ne savais pas faire, toutes les situations que je n'avais jamais rencontrées. Et la première que tu as évoquée, je suis assez d'accord avec toi, c'est celle du commercial, que je pensais plus difficile dans le sens où finalement, dans ma posture RH, on vend beaucoup de choses aux dirigeants. Notamment lorsqu'on amène une entreprise à se transformer, on va lui vendre des nouvelles méthodes, on va lui vendre des preuves d'impact, on va essayer d'écouter les problèmes du ou de la dirigeante du moment et de les transformer en solutions. Et je trouve que ça ressemble finalement assez à l'acte de vente, qui est beaucoup celui d'écouter et de comprendre les enjeux auxquels on pourrait répondre d'un point de vue RH. Après, il reste la question de la visibilité, notamment face à cet océan rouge. Là, c'est un travail de fond qui s'engage, où j'ai eu un peu de chance aussi, dans le sens où un dirigeant m'avait poussé à travailler mon personal branding, ce qui, je pense, m'a beaucoup aidé lorsque j'ai annoncé le fait de me lancer en individuel, et que mon réseau, par rapport à sa taille et sa qualité, c'est-à-dire un certain nombre de DRH et de dirigeants, s'est dit « Ok, ça fait sens ». Et sur les 13, 15, j'en sais rien, 20 000 personnes qui ont été informées de ce changement-là, finalement, il ne faut pas en convaincre tant que ça pour faire tourner son entreprise. C'est très différent, et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête lorsqu'on se lance en RH. C'est très différent de construire une start-up, une entreprise, une TPE qui a vocation à grandir par les collaborateurs et par le volume, d'une entreprise individuelle où on vend du temps personnel assez limité. Oui. Et mon travail consiste, mon offre commerciale consiste à vendre 3-4 jours par semaine maximum, ou une prestation qui va durer X jours. Alors je parle en jours pour simplifier, évidemment, on va plutôt parler d'impact, c'est ça qui va plutôt intéresser les dirigeants et les DRH. Et ça peut se faire assez vite, c'est ma perception en tout cas. Donc aujourd'hui, toi, tu n'as pas de problème d'activité ? Pas pour le moment, non, effectivement. Ça s'est bien coupillé au début, dans le sens où il y a aussi un système d'intermédiation qui fonctionne bien dans notre métier. Tu t'es inscrit sur des plateformes type Malte ou autre, ou est-ce que tu dis non, moi je fais ma vie et je ne vais pas travailler avec ces plateformes ? J'ai essayé d'identifier. Parce qu'elles prennent un pourcentage aussi. Et tout à fait. Après, je pense qu'il faut être modeste au début, lorsqu'on commence et qu'on n'a pas une capacité d'attraction naturelle, une capacité d'inbound parce que notre marque individuelle n'est pas assez étoffée. Je pense que l'intermédiation est le premier axe à développer. Il y en a plusieurs types. Il y a les plateformes en ligne, effectivement. Je me suis inscrit sur Malte, je me suis inscrit sur freelance.com. J'ai rejoint des collectifs qui sont drivés par des RH très visibles, très performants, qui ont beaucoup à nous apprendre d'ailleurs. Ça, c'est le premier relais. Et deuxième, les cabinets de recrutement ou les cabinets purement freelance qui sont assez nombreux et qui, eux, on voit au chapitre auprès des entreprises qui vont directement leur émettre des besoins, qui vont pouvoir faire appel à nous comme on fait appel au numéro 8 ou au numéro 9, entre guillemets, si on a besoin d'un ailier gauche, si je fais le parallèle avec le football, ou d'un attaquant, ou d'un défenseur. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers contrats. C'est par l'intermédiation, par des relais de visibilité que je n'avais pas. Ok. Quitte à sacrifier un peu d'argent de ton côté, mais c'est pas grave, ça lance la machine. Exactement. Et puis après, tu fais ton travail forcément. Et ça pourrait arriver d'ailleurs qu'un client chez qui tu travailles en mode
temps partagé te disent à un moment, tu veux pas me rejoindre à temps plein, in fine, parce que je crée la fonction, par exemple. Ouais. Je sais pas si tu as déjà eu le cas ou si tu l'as envisagé, du coup. J'ai pas encore eu le cas, comme je suis assez récent, tout Ouais. jeune dans cette activité. Ouais, mais si par exemple, tu vois, t'es là, t'es chez des clients, tu peux les citer ou pas, c'est toi qui décides, mais ce client-là te proposera une embauche. Tu dirais, mais attends, ça fait peu de temps que je suis devenu freelance, est-ce que tu redeviendrais salarié très rapidement? Ou tu te dis, non, je veux vivre ma vie de freelance pendant encore quelques temps et puis on verra plus tard. Je me suis beaucoup posé cette question et mon positionnement était plutôt celui de me projeter sur le métier de freelance, dans le sens où maintenant que j'ai passé le cap, maintenant que cette peur a été ôtée et que j'ai accepté de vivre dans cette situation, voulue ou pas voulue finalement, je trouve qu'on s'y amuse beaucoup. Je trouve qu'on s'y amuse beaucoup parce que on ne va vivre que cette période des 100 jours systématiquement ou cette lune de miel avec la dirigeante, le dirigeant ou la DRH que j'accompagne, où tout se passe bien, où on a cette écoute qui est folle, on a cette possibilité de poser son expertise et d'être reçu en tant que tel qui est super agréable. On a cette liberté d'action alors, sans vouloir être déplacé, j'aime bien travailler des fois tôt ou tard le soir et des fois le midi aller faire du sport. Je fais beaucoup de sport. Enfin bref, mener ma vie comme je le souhaite. Et je trouve que le freelancing, l'indépendance, permet d'avoir une liberté organisationnelle super intéressante. On peut aussi aller à la rencontre de beaucoup plus de profils, et ça j'adore pour le coup, d'aller voir des dirigeants ou des dirigeants de TPE-PME, d'aller accompagner une DRH d'entreprise de 250 personnes qui étaient là depuis tout le début et qui se dit bon, comment est-ce que je passe à l'étape d'après? Et ça franchement c'est vraiment incroyable à vivre. Ouais, de toute façon, c'est le parallèle, effectivement. Moi, je vis entre l'agence et l'annonceur, pour avoir été chez l'annonceur avant et dans l'agence aujourd'hui. Les deux ont des plus, en fait. Oui. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste se trouver soi-même bien dans cette situation. Selon toi, aujourd'hui, quels avantages une entreprise a de faire appel à un DRH externalisé ou à temps partagé? C'est quoi ces avantages aujourd'hui? Parce que ça, c'est souvent une question... mais en fait, j'ai pas intérêt plutôt à prendre un CDI ou un CDD que quelqu'un qui n'est pas salarié. Je vois plusieurs avantages, je dirais même je vois que des avantages de commencer par ça. Tu l'as évoqué d'ailleurs, la transposition en CDI. Le premier, c'est déjà celui de tester avec un système de pré-embauche, notamment lorsqu'on a une entreprise plutôt, je dirais, stable, qui a une volonté de pérennisation, qui avait peut-être même d'ailleurs quelqu'un qui était sur la fonction avant et qui faisait très bien son travail. Commencer par ça pour avoir cette posture conseil, celle de l'expertise, ne pas prendre trop de risques pour son organisation, parce qu'un DRH, ça va coûter cher aujourd'hui, il faut le dire. Je trouve qu'il y a que des avantages à commencer par ça. Là, c'est pour l'enjeu de la pérennisation. Ensuite, je pense que la question ne se pose même pas lorsqu'on est une entreprise en développement, en restructuration, en évolution. Bref, quand on navigue un peu à vue, en tant que dirigeant, dirigeante, ou en tant que DRH qui accompagne le dirigeant, de se faire accompagner, ça va nous permettre de prendre de la hauteur sur tous les sujets qu'on aura choisi de traiter. Le premier avantage que je vois, c'est celui de l'audit du diagnostic, qu'on n'est plus forcément en capacité de poser lorsqu'on a les yeux dans le guidon. C'est la question, donc quand je parle de l'audit, il y en a deux à mes yeux. Il y a celui traditionnel du social, du risque, mais qui est super important dans le sens où, et d'ailleurs c'est là-dessus que je travaille beaucoup, de compréhension des zones de risque acceptables pour le dirigeant ou pour la DRH. Puisque des fois, on oublie qu'on a certaines choses à faire, la législation évolue, etc., etc., et d'avoir quelqu'un qui vient vous le rappeler et que vous puissiez décider en votre âme et conscience en tant que dirigeant, voici où je me situe dans la zone de risque, plutôt averse ou pas du tout averse, eh bien, je trouve que c'est un point super important. Et le deuxième, c'est celui de la performance du service RH en tant que tel, le deuxième diagnostic que je propose, où lorsque l'entreprise se transforme, on a besoin aussi de transformer son service RH. Et c'est pas facile de le faire en interne, je pense aux DRH que j'accompagne, qui sont pris dans l'opérationnel du quotidien et qui ont du mal à s'extraire de cette activité continue. Et bien, de prendre quelqu'un en temporaire qui vient les guider, qui vient les aider, qui vient encaisser cette charge de travail-là, ça peut être un grand facteur d'accélération. Peut-être dernier point, ça va être celui du fusible, aussi, qu'on retrouve traditionnellement dans le milieu du conseil. Une entreprise qui se transforme, on le sait, les ressources humaines, ce sont aussi les entrées et les sorties de collaborateurs qui sont légion lorsqu'une entreprise se transforme, et bien d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous guider, vous accompagner dans ces phases-là qui vont être difficiles culturellement, qui vont être difficiles d'un point de vue engagement et satisfaction des collaborateurs. Ça peut être super intéressant pour venir gérer ce laps de temps. Et une fois que ce laps de temps est derrière nous, reprendre un schéma plus traditionnel de confiance.
Est-ce que tu entends des idées reçues ou des craintes, justement, chez les dirigeants à fonctionner avec des indépendants? De moins en moins. Ouais. De moins en moins, déjà parce que l'aspect coût est intéressant. Un CDI forcément très onéreux en comparaison avec l'indépendance. Aussi parce que le contexte économique étant assez incertain, on aime cette idée de pouvoir arrêter du jour au lendemain une prestation, ce que permet l'indépendance. Dans les idées reçues, ça va plutôt être celle de l'opérationnalité. À quel point, lorsque j'embauche quelqu'un comme ça, il va être opérationnel et délivrer de l'impact. Et pas juste me faire des slides, quoi. Exactement, pas juste me faire des slides. Et c'est peut-être là que se fait le distinguo entre grand cabinet de conseil et petit indépendant. Ouais. C'est que lorsqu'on est un seul, finalement, on vient pour produire, pour mettre les mains dans le cambouis. On vient pas pour être le DRH d'une équipe de 50 personnes. On vient pour aider la DRH, opérationnellement parlant, ou pour aider le dirigeant de choses qu'il n'a pas le temps de faire. Et concrètement, si on ne délivre pas de valeur ou d'opérationnel tout de suite, bah, la mission s'arrête, elle n'a pas d'intérêt. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret où ton intervention aujourd'hui en tant que DRH externe a permis de transformer une entreprise, une organisation quelconque? Oui, effectivement, il y en a plusieurs. On a parlé de quand est-ce qu'on vient en tant que DRH. Il y a aussi celle du remplacement. Des fois, un DRH est tout simplement absent. Ça arrive pour congé pour prolongé, pour un souhait de vie, pour des projets enfants, bref, tout un tas de raisons. Et l'une des situations dans laquelle je suis intervenu, c'est de préparer l'entreprise à l'hypercroissance. C'est très lié à mon positionnement de départ qu'on a évoqué, donc c'est vrai que j'étais un petit peu dans mon terrain de jeu. Et c'est de se dire comment je transforme un service RH qui aujourd'hui fonctionne très bien pour 25 personnes, de sorte à ce qu'il soit toujours efficace, sans ajouter des ressources, des collaborateurs et encore, dans l'équipe RH j'entends, lorsqu'on sera 70, 80... Et là, tu vas toucher quoi? Tu vas toucher aux outils? Tu vas toucher au process? Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est pas d'embaucher 3 RH de plus parce qu'on passe de 25 à 75. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Donc la première étape, c'est de se dire qu'est-ce que tu vises en termes de niveau de performance pour ton service RH. Tu veux atteindre quel niveau d'engagement et de satisfaction de tes collaborateurs. Tu veux atteindre quelle vélocité sur les aspects recrutement. Et tu veux atteindre quel niveau, entre guillemets, d'accompagnement et de développement de tes managers. Donc on dresse l'objectif de départ. Et ensuite, c'est préparer tout un tas de processus qu'on va venir outiller pour évidemment qu'on n'ait pas ajouté des personnes comme tu l'évoquais. Et ensuite les ancrer. C'est ça la partie la plus importante de mon travail, parce que designer des processus qui collent à l'entreprise, ça prend un peu de temps certes. Les outiller, ça prend de moins en moins de temps aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. En revanche, là où mon impact est le plus fort, c'est sur l'ancrage. Ancrer auprès des managers les nouvelles techniques qu'on a souhaité mettre en place, ancrer auprès du dirigeant ou de la dirigeante elle-même ces changements qu'il a souhaités au début, et ancrer ces pratiques auprès de l'équipe RH en place, s'il y a déjà une équipe RH en place. Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti effectivement je vais retourner ma question. Est-ce que tu t'es pas senti à l'aise, que ça t'est arrivé de pas te sentir à l'aise avec un dirigeant qui te contacte en disant waouh, est-ce que je vais vraiment accepter cette mission parce que soit il ou elle a une vision de la fonction RH qui est pas forcément la tienne, ou je sens que ça va être compliqué. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors t'as le droit de pas citer le nom, tu fais ce que tu veux d'ailleurs. Mais est-ce que t'as déjà eu ce ressenti-là, voire même est-ce que t'as refusé une mission en disant non mais moi ça c'est pas pour moi. Alors t'as dit que t'avais pas le temps, mais c'est juste que tu t'es pas senti en fait. Ça m'est pas encore arrivé. Est-ce que ça c'est important? C'est une bonne question. Tu devrais prendre une mission juste parce que tu te dis là tu l'es pas en ce moment, je te le souhaite pas, mais par exemple tu n'aurais pas de mission et tu dis faut bien que je bosse, faut bien que je travaille. T'as aussi des charges comme tout le monde. Bon, je vais prendre la mission, mais franchement, je ne sens pas l'histoire, quoi. C'est une bonne question. Je pense que j'ai pas assez de bouteilles aujourd'hui pour avoir une réponse intéressante. Faudrait me reposer la question dans 2 ans. A priori, je dirais que je serais à l'aise pour faire beaucoup de choses dans le sens où à partir du moment où on me contacte, c'est qu'il y a un besoin qui a été identifié. Ouais. Il y a une idée quelque part, enfouie peut-être très profond, que il y a des solutions RH à apporter pour l'entreprise. Ensuite, j'ai quand même, maintenant on peut le dire, travaillé avec plein de dirigeants différents. Ouais, parce que tu as vécu dans plusieurs entreprises, donc tu as vu pas mal de choses quand même. Voilà, et j'ai la perception que c'est un rôle tellement particulier que si on de mon point de vue en tout cas, si on se met des freins sur ce point de vue-là, ça va vite bloquer. Puisque le rôle de dirigeant ou de dirigeante d'entreprise est quand même très difficile à tenir. C'est un rôle où parfois on y met toute sa vie, tout son cœur.
que l'aide que je peux fournir par mon empathie, par mon écoute et par mon expérience peut être utile à beaucoup de monde. Et si c'est difficile, ben, c'est pas grave. Alors, il y a toujours un hard stop pour tout le monde. Ouais. Oui, c'est que les raisons d'éthique, par exemple, ou Voilà. choses comme ça. Ça, je l'ai pas encore trouvé. Ouais, Peut-être que le ok. moment où je heurterai pour la première fois un hard stop éthique, là, je me dirais, ok, je sais jusqu'où je ne veux pas aller, mais ça n'a pas encore été le cas aujourd'hui. Ouais, parce que ça nous est tous arrivé hein, dans notre vie de freelance ou pas freelance, en fait. Hein, des fois, tu te dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Moi, quand je faisais du recrutement, des fois, j'avais dit, mais est-ce que j'ai envie d'accompagner cette entreprise en recrutement, honnêtement, quoi. Voilà. Soit par des paroles que tu entends, soit par des attitudes où tu te dis, waouh, ça va être. Souvent, ça te heurte perso, en fait. C'est surtout ça le sujet, en fait. Est-ce que même si ça fait pas 50 ans que tu es freelance, mais quelle est la plus grosse erreur que toi, ou l'erreur la plus importante que tu as commis peut-être en tant que freelance aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu as appris de cette erreur? Je pense que j'en ai fait plein des erreurs comme tout le monde qui débute. La première, si on parle de ma propre entreprise, c'est de négliger le développement commercial de mon entreprise une fois les premières missions trouvées. Ah, parce que tu es au fond de la mine? Exactement. Donc tu n'as plus le temps de réaliser du commercial, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Exactement. Okay. Je pense notamment aux actions d'inbound qui sont quand même, j'ai l'imperception en tout cas, super importantes et qui prennent beaucoup de temps à développer puisque une fois qu'on n'a plus de mission, de l'outbound, finalement, on a du temps pour le faire et ce ne sera pas un sujet pour essayer d'aller chercher à la main des nouvelles missions. En revanche, arrêter de faire grandir sa marque, je crois que c'est une erreur. Se concentrer uniquement sur ça et limite vendre trop de jours peut-être. Alors, c'est pas mon cas, mais j'imagine quelqu'un qui pourrait vendre, je sais pas, 5 jours par exemple. Je pense que ce serait une erreur puisque ça empêcherait de développer sa marque personnelle et de continuer à travailler sur voici ce que je peux vous apporter, vous qui m'écoutez, dirigeants, dirigeantes et DRH. Ensuite, le deuxième enjeu qui a été nouveau pour moi, c'est la posture de confiance. C'est-à-dire lorsqu'on arrive en CDI dans une entreprise, il y a une phase d'écoute et d'analyse qui est beaucoup plus importante, je trouve, que pour la partie freelance court terme, où on est attendu avec des résultats très rapides, des mesures d'impact très très rapides, et on en parlait au tout début, une posture d'expert attendue jour 1. Finalement, on a observé quelque chose le matin, on le dit l'après-midi. T'as pas 3 semaines pour faire une immersion, je vais vous découvrir, blablabla, quoi. Exactement. Et je pense qu'à y refaire, je remettrai encore plus d'énergie sur ces premiers jours de mission pour être en capacité d'être pertinent le jour numéro 2 ou le jour numéro 3. Ok. Très, très clair. C'est un point important. Et quelle est la question? Tu vois, je me suis noté ça parce que je trouve ça intéressant. Quelle est la question que tu aimerais que les CEO, que les dirigeants te posent avant de te choisir et que peut-être ils ne te posent jamais ou ils abordent pas? Ils ne posent jamais ma question, la question qui serait quel est mon style de DRH? Puisque peut-être que leur vision, c'est que le DRH est adaptatif, ce qui est, je pense, une conviction personnelle. Encore que, il y a quand même 10 000 façons d'exercer le métier de DRH. Et je crois que c'est intéressant pour un dirigeant, lorsqu'il choisit son freelance, de lui poser cette question-là, de sorte à ce qu'il puisse imaginer s'il y a un fit ou pas sur les aspects culturels. Et ça, c'est super important. En tant que DRH, j'ai la perception qu'on est le relais terrain du ou de la dirigeante sur les aspects culturels notamment, et s'aligner sur qu'est-ce que la direction des ressources humaines, quel style, quelle posture j'attends de mon DRH dès la conclusion de la mission, ça me paraît, dès la signature de la mission, pardon, ça me paraît super important. Ok. Et tu vois, on parlait de style. Ouais. On peut avoir peut-être des styles très empathiques, très dans des postures interpersonnelles, relationnelles, d'écoute, limite parfois en retrait. On va en avoir d'autres peut-être un peu plus dans un leadership affirmé, directif, de règles, de cadres, etc. Bon, là, je fais des stéréotypes énormes. On va en avoir d'autres qui vont être, et c'est peut-être un peu plus mon cas, par les process, par la data. On va avoir des profils de DRH qui vont être plutôt sur la partie recrutement, qui vont avoir une expertise assez forte sur ces phases d'ultra-accélération, et d'autres sur la partie fidélisation. Et je crois que ces styles-là sont à se questionner dès la signature de la mission. Parce qu'en tant que dirigeant, j'ai l'impression qu'on livre beaucoup de confiance à son DRH, même s'il est de transition. Le binôme, il est clé, quoi.
C'est ma perception. Pour que ça fonctionne, je pense que ça, c'est indispensable. Et du coup, j'ai une question que je pose toujours à la fin, mais je vais te la poser au milieu. Pour le coup, celle-là, tu l'avais. C'est une double question. Comment est-ce que tu gères, quelque part, ta solitude professionnelle? Et du coup, comment est-ce que tu réalises ta veille professionnelle? La solitude, je dirais qu'elle n'est pas si différente que ça du quotidien du CDI. C'est intéressant. Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert à mes dépens, dans le sens que je n'avais pas anticipé. Ouais. Lorsque j'étais passé... Toi, tu passes beaucoup de temps chez le client? Énormément, tout le temps. Ok, d'accord. Ouais. Et pourtant, je me sens seul. Mais comme il faudrait demander à tes auditeurs et auditrices, je pense qu'un DRH de PME peut se sentir assez seul aussi. Le jour où je suis passé du rôle de chargé RH de proximité à celui de DRH, je me suis tout de suite senti beaucoup plus seul. Seul vis-à-vis des membres de l'équipe RH, bien entendu, c'est normal. Même si on reste très proche, il y a toujours une distance qui peut se créer. Seul vis-à-vis des collaborateurs ou managers, qui sont dans une posture différente de la nôtre. Et seul vis-à-vis du dirigeant, ou de la dirigeante, même si le binôme est fort, il y a toujours quand même cette relation hiérarchique. Donc passer de l'autre côté en freelance, je me suis pas senti beaucoup plus seul. Ok, pour tout te dire. Okay. Ce qui m'embête un peu plus, c'est la pérennité des relations. C'est que j'ai une façon de pratiquer les ressources humaines qui est plutôt autour du relationnel et de tisser un lien de confiance avec les parties prenantes. Et ça demande du travail, de l'effort, de donner beaucoup de soi pour ensuite en recevoir de la part des collaborateurs. Et quand on imagine que tout va s'arrêter dans X semaines, X mois, ça m'attriste un peu parce que je me dis, mince, on a construit cette confiance ensemble et finalement, elle va s'arrêter par la fin de la mission. Donc là-dessus, je dirais que la solitude s'est renforcée. Alors comment est-ce qu'on la compense? Déjà, tu as parlé de l'océan rouge tout à l'heure. Il y a une foultitude de DRH indépendants et j'ai pris contact avec eux pour avoir leur avis, leur regard sur comment ils traitent ça, et on se sent tous un peu moins seul. J'ai la perception aussi que les collectifs de DRH sont de plus en plus nombreux et de plus en plus vivants. On se sent aussi moins seul grâce à ça. Et enfin, toujours pareil, l'intermédiation, on en a parlé tout à l'heure ensemble. Les personnes qui nous placent ou qui nous trouvent des clients, on crée un nouveau lien de confiance finalement très très durable avec ces personnes-là, puisque le rapport est gagnant-gagnant. Donc là-dessus, ça me fait sentir moins seul. Et pour répondre à ta deuxième question sur la veille, il y en a plein parce que j'ai toujours aimé apprendre, et ça ne change pas beaucoup entre le rôle de DRH en CDI et celui de DRH en freelance. C'est que je passe par énormément de podcasts pour progresser, ou de médias écrits. Je cite souvent le média Tribes, en l'occurrence des fondateurs de Partout. J'apprécie particulièrement parce qu'il permet de ne pas être uniquement RH. On peut y lire des choses sur le marketing, qui est très proche sur l'aspect recrutement marketing, le business aussi, qui est très proche avec l'aspect recrutement, des choses sur les opérations, sur la conformité, enfin bref, c'est un média généraliste que j'apprécie énormément. Et sinon, les lectures, aujourd'hui, il y a une tendance du livre, une nouvelle tendance du livre pour les professionnels des ressources humaines. Et ça me fait beaucoup grandir de regarder et de lire ce qu'écrivent mes pairs. Il y a 1, 2, 3 livres que tu peux citer qui t'ont marqué? Alors, qui m'ont marqué, dans les nouveaux, un peu moins, mais dans ceux qui ont vraiment transformé ma vision des ressources humaines, je parle souvent de No Rules Rules, de Red Hastings et de la personne qui l'accompagnait chez Netflix pour écrire ça, j'ai plus son nom, où elle définit la notion de cadre versus règle, vraiment, ça a craqué un truc chez moi, et j'ai compris que les ressources humaines, on n'était pas là pour édicter des règles que personne n'allait suivre et qui allaient être inutilisables après 6 mois puisque l'entreprise serait dans un nouveau contexte, mais bien celui du cadre défini par l'équipe dirigeante et dans lequel notre rôle est de faire coopérer, jouer, s'amuser, transformer les pratiques de l'entreprise dans ce cadre-là. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment? C'est aussi notre rôle lorsqu'on vient percuter les bords de ce cadre. Ok, très clair. Culture d'entreprise. Quand tu intègres une nouvelle organisation, un nouveau client, quand tu travailles avec un nouveau client, cette structure, elle a déjà une culture en général. Elle t'a pas attendu. La culture, elle est après construite ou pas construite, ça c'est un autre sujet. Comment est-ce que toi tu fais pour
pour t'intégrer dans cette culture, par où tu commences en fait quand tu arrives chez un nouveau client et quels sont toi du coup tes premiers chantiers que tu as? C'est une excellente question. Je dirais que la culture, elle est toujours construite, mais pas forcément formalisée. Je dirais même quasi systématiquement non formalisée. Surtout sur le type de client que tu as. Voilà, exactement. Ce sont des clients plutôt en développement, Ouais. qui ont une culture, je dirais même subie, d'une certaine manière, plus que décidée, puisque l'impulsion n'a pas toujours été donnée au départ sur à quoi doit ressembler mon entreprise culturellement parlant. Donc ma première action, finalement, elle est toujours la même, parce que maintenant j'ai développé un protocole que je réplique systématiquement, qui va être de lire la documentation de l'entreprise, si elle existe, donc évidemment la documentation culturelle, mais pas que, puisqu'en analysant les pratiques organisationnelles de l'entreprise, on en sait beaucoup finalement sur son fonctionnement. Je pense aux rituels, évidemment, qui sont un facteur clé de la culture. Et deuxième étape du protocole, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui font la culture. Puisque j'ai la conviction qu'une culture d'entreprise, c'est la somme finalement d'individus qui sont là au même moment, qui ont décidé de travailler ensemble autour d'un projet commun, et c'est leur façon de faire société qui est la culture. Donc en allant à leur rencontre, je pourrais essayer de formaliser cette culture. Donc quelles sont ces personnes? Évidemment le top management, ou la dirigeante, l'équipe de direction des ressources humaines s'il y en a une, ou les membres de l'équipe RH s'il y en a, les managers intermédiaires, qui sont vraiment, j'insiste, un rouage essentiel de la culture d'entreprise, et les collaborateurs, avec une analyse segmentée, évidemment, puisqu'on va essayer d'aller à la rencontre des différents métiers qui composent l'entreprise. Et donc, avec ces carnets d'entretien qualitatifs, on pourrait dire, puisque ils sont très très larges en termes de questions, j'en viens à un peu mieux cerner la culture d'entreprise dès les premiers jours. Et qu'est-ce qui te marque le plus dans ce que tu vois aujourd'hui? Ce qui marque le plus, justement, c'est l'absence de formalisation et l'absence de prise de connaissance qu'il y a déjà une culture d'entreprise, qu'il y a déjà quelque chose en marche, mais qu'on n'en a pas conscience. Et je dirais aussi parfois les trajectoires différentes entre la culture perçue et souhaitée par le dirigeant versus la culture réelle. Puisque en y ayant peu donné d'énergie ou peu accordé de temps, le ou la dirigeante ne s'aperçoit pas qu'une trajectoire différente est en train de s'établir entre ce qu'il souhaite et ce qui se passe dans la réalité. Et donc mon premier travail est souvent de lui dire voici ce qu'il en est aujourd'hui, avec des éléments qualitatifs, ceux qu'on vient d'évoquer, les entretiens, et des éléments quantitatifs par des mesures d'enquête, de sondage. Mon préféré étant évidemment, comme beaucoup de gens, je pense, le INPS. Et je dresse ce constat-là à l'équipe dirigeante qui ensuite me dit « Ok, on est en ligne, on est pas en ligne. » Il y a des fois des surprises? Toujours. Toujours. Notamment par ce qu'il ne voit pas. Un dirigeant ou une dirigeante est souvent, et je le souhaite en tout cas, s'entoure de personnes meilleures que lui, spécialisées dans des domaines d'activité, et donc n'a plus son regard à porter sur tout. Et donc parfois il se désintéresse par ses propres plaisirs personnels du commerce ou du marketing ou des activités rationnelles même ou des opérations. Donc ce qu'il ne voit plus là, souvent quand je lui remontre, elle peut être surprise, cette dirigeante ou ce dirigeant. Ok, très très clair. Est-ce que tu as un exemple concret d'écarts culturels que tu as mis en exergue dans cette organisation et qui ont permis à cette organisation justement de franchir des caps et d'avancer positivement? Oui. Soit en tant que salarié, soit en tant que freelance d'ailleurs. Les deux sont possibles. Celui qui m'a le plus marqué, c'était la question de l'impact. J'ai travaillé pour une entreprise récemment qui avait fait de sa baseline principale l'impact. Tout ce que je fais doit être mesuré et on doit prouver que mon action a eu un impact sur un indicateur qu'on avait défini au départ, qui doit s'être amélioré suite à l'action que l'on a menée. Et l'entreprise a grandi, des middle managers sont arrivés, et donc une équipe avait décidé, alors comment ça s'était fait, ça je ne saurais pas dire, de travailler avec un autre système beaucoup moins orienté KPI et indicateur, ce qui fait que on était bien incapable de dire si cette équipe opérationnelle délivrait de l'impact. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle travaillait mal? Pas du tout. Finalement, on n'en sait rien. En tout cas, elle était désalignée dans sa pratique avec celle du dirigeant qui était de dire, avec un tableau de 8 data, j'ai besoin de savoir si les actions que tu as menées ce mois-ci ou cette année-là ont eu de l'impact.
Et donc, mon travail, ça a été d'accompagner le middle manager à comprendre les enjeux du dirigeant, se remettre dans une posture d'empathie sur ce qu'attend le dirigeant de l'entreprise et comment, lui, transformer sa pratique du métier de management, pour répondre aux enjeux du dirigeant. Donc là, tu vas me dire, on est sorti un peu du prisme RH pour basculer sur le côté accompagnement des managers. Mais finalement, j'ai la perception, depuis que je suis passé en freelance, que j'interviens beaucoup plus aussi sur l'accompagnement des middle managers. Ouais, ça, tu l'as dit plusieurs fois pendant l'échange. Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience au moment de passer freelance ou pas plus que ça, ou tu l'as découvert maintenant concrètement et tu dis waouh, ça c'est un sujet en fait important. Je l'ai découvert aussi parce que j'ai découvert des éléments de ma posture que je n'avais peut-être pas identifiés, qui étaient celles de la posture coach ou conseil, que j'ai bien formalisé là, dans notre échange aujourd'hui, mais que je n'avais pas compris à l'époque où j'étais DRH en CDI. Je n'avais pas perçu que mon rôle était à ce point d'être dans cette posture conseil. Et donc maintenant que je suis plus attentif à ça, forcément, je le perçois beaucoup plus. Aussi peut-être, il y a certainement un biais de travail pour moi, puisque les entreprises qui me contactent sont des entreprises qui ont envie de changer, sont des entreprises qui ont perçu un contexte qui fait qu'elles se disent « mince, il y a peut-être quelque chose à faire ». Et donc je suis surexposé aux situations de décrochage managérial. Oui, donc oui, forcément, il y a un biais qui est engendré par le type de clients avec lesquels tu travailles aujourd'hui. Mais tu le fais avec sourire, en tout cas. Donc j'adore ça. J'adore ça parce qu'on crée dans ces moments-là. J'ai parlé de décrochage managérial. Souvent, il faut quand même se dire qu'il n'y a pas de volonté de décrocher ou de faire différemment. C'est plus un état de fait, une incompréhension, un manque d'écoute qui s'est fait à un moment ou à un autre. Il y a personne qui se lève le matin en tant que manager intermédiaire qui dit je vais faire exprès de faire l'inverse de ce qu'on m'a demandé de faire. Exactement. Vous faites tordu, quoi. Mais c'est le cas exceptionnel. Exactement. L'homme ou la femme lambda ne fonctionne pas comme ça, heureusement d'ailleurs. Donc, par contre, oui, effectivement, j'ai pas compris ou j'ai pas toutes les infos ou je suis un peu isolé et puis du coup, je réinvente un peu le cadre dont tu parlais, qui est peut-être pas très clair. Oui. Souvent peu formalisé et donc difficile à comprendre. Tu me parlais d'actions concrètes tout à l'heure. L'une des actions clés que je mène en ce moment, c'est celle de l'onboarding ou de l'embarquement des nouveaux membres de l'entreprise, ce qui arrive très souvent lorsqu'on est sur une phase de croissance ou tout simplement on a un turnover naturel. Et j'interviens très très souvent sur la reconstruction non seulement du mode opératoire pour l'équipe RH, qui est une chose, c'est ce qui est sous le capot, mais surtout l'expérience d'embarquement pour les collaborateurs, puisque c'est lors de cette phase-là qu'on va maximiser les chances d'alignement. Et les personnes que l'on rattrape, entre guillemets, par rapport au décrochage, une des raisons majeures d'échec, c'est qu'elles ont été onboardées de manière inefficace ou inopérante par rapport à leur profil. On te parle d'offboarding aussi ? On m'en parle énormément. Ouais. Parce que c'est un sujet qui a été quand même très, très peu formalisé dans les entreprises. Déjà, l'onboarding... peu l'ont vraiment bien fait. Souvent, il n'y a pas grand-chose. Mais l'offboarding, moi je vois chez mes clients, c'est souvent, ou mes prospects, c'est plus subi qu'autre chose, là, pour le coup. Oui, totalement. Deux enjeux. Alors, souvent, les modes opérateurs d'offboarding, je trouve, sont plutôt bien formalisés côté RH avec les entreprises que j'accompagne. En revanche, l'expérientiel d'offboarding est absolument inexistant. Alors, il y a beaucoup de théories, et nos collègues RH en parlent beaucoup, mais en termes d'ancrage réel, du moins pour les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé, est quasi inexistant. Donc je pense que c'est important de travailler là-dessus et de proposer une expérience qui ressemble, toujours pareil, à la culture d'entreprise. On ne va pas faire quelque chose de décorrélé de la volonté de l'équipe dirigeante ou de la culture d'entreprise. Et deuxièmement, peut-être c'est important d'en parler aussi pour tes auditeurs et auditrices. Lorsqu'on est un freelance DRH, on va intervenir sur de l'offboarding parce qu'on est attendu pour ça. Tout comme on l'était en tant que DRH, j'ai la perception qu'on l'est encore plus lorsqu'on vient sur une période temporaire. Aussi, on en parlait parce qu'on est là sur un tempo assez court et qu'il y a des attentes précises sur être en capacité de se séparer de collaborateurs qui ne conviennent pas avec la trajectoire de l'entreprise. Et ça, il faut savoir le faire. Ouais, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et tu vois, on pense souvent, quand on prend du conseil, que ça va être dans de la construction.
Alors c'est toujours une forme de construction, entre guillemets, puisque parfois il faut déconstruire pour reconstruire plus haut, mais il faut l'avoir en tête, et ça, c'est pas agréable à vivre, forcément. Ok. Comment tu vois évoluer la fonction RH externalisée ces prochains mois, ces prochaines années? Alors c'est difficile des fois de se projeter, mais toi, ta vision et peut-être l'impact de l'IA sur ce sujet, est-ce que c'est un sujet que tu regardes ou pas, etc. Ouais, absolument. Je réponds à la deuxième question en premier, Ouais. qui est celle de l'IA, puisqu'effectivement, quand on est seul, on a besoin d'automatiser au maximum ses tâches pour se rendre plus efficace et donc passer plus de temps avec son client. Et aujourd'hui, la fenêtre qui est ouverte par l'IA, et notamment l'adaptation de l'intelligence artificielle pour les outils RH, est folle, et passer à côté de ça, à mon sens, c'est une grosse erreur. Donc j'ai la conviction que nos activités RH opérationnelles vont disparaître, très sincèrement. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va rester à faire de l'administration du personnel, à faire des saisies de paye de variables ou des analyses d'entretien professionnel, etc., ou des carrières passes même manuelles. Je pense que ça va disparaître et qu'on va pouvoir se concentrer sur cette fameuse activité de conseil du DRH et ses relations interpersonnelles. Donc je vois le métier de RH de proximité ou de HRVP continuer son essor. J'imagine le rôle de DRH continuer de se développer en tant que rôle du top management, et j'imagine plutôt à disparaître les rôles d'opérationnel de la fonction RH. Opérationnel au sens actions qui peuvent être automatisables. Ouais. L'opérationnel va finalement prendre une nouvelle sémantique qui sera celle de la connaissance du terrain, de l'application du cadre et de l'accompagnement autour de ce cadre. Il en va de même donc pour les enjeux du RH à temps partagé. C'est comme notre fonction s'automatise et est largement automatisable. J'ai une forte conviction, c'est que le métier de DRH freelance ou de RRH ou de RH freelance va aussi continuer de croître. Notamment pour les TPE et PME qui n'ont pas de raison, une fois bien outillés, on n'a aucune raison de prendre quelqu'un à temps plein qui va nous coûter chargé plus de 100K. Je pense que ça n'a pas d'intérêt. Alors que de prendre quelqu'un 2 jours par semaine qui va tout automatiser, allez, peut-être 4 au début pour commencer, puis 2 une fois qu'il aura tout mis en place, ça permettra de faire des économies substantielles pour l'entreprise, à niveau d'impact équivalent, bien entendu. Ok. Et toi, tu prends le temps de te former sur l'IA? Oui, absolument. Comment tu t'organises là-dessus? Je fais 2 choses. La première, c'est que je regarde ce que font les collègues. Il y a beaucoup de collègues RH qui ont passé ce cap de l'IA et qui proposent des formations, qui proposent des prompts, des vidéos YouTube, des podcasts qui expliquent vraiment comment aborder cet enjeu-là. Et le deuxième, c'est par celle de l'outil. Il y a utilisé l'IA générative soi-même, qui est assez accessible. Je trouve qu'il y a une façon encore plus facile, c'est celle d'utiliser des outils qui ont eux-mêmes intégré l'IA. Je pense à des ATS, je pense à des SIRH, je pense à des outils de gestion de carrière ou des outils de suivi du mood et de l'engagement. Il y a tout un tas de briques et d'agents IA qui sont incorporés en ce moment dans ces outils. Et si on ne veut pas se casser la tête, il suffit de choisir ces outils-là, de les connecter entre eux si on choisit une approche, on va dire, best of breed. Et ça fait le boulot, hein, très sincèrement. Ça fait le boulot. Oui, il n'y a pas besoin d'un expert technique, surtout. Mais par contre, c'est s'intéresser, être curieux et oser, quoi. Oui. Je crois que si on ne s'intéresse pas à ce sujet-là, par rapport aux tendances précédentes qu'on avait eues sur le métaverse ou autre chose, j'ai quand même la perception que là, on tient un vrai sujet de fond. Oui, métavers, je pense que c'est moins indispensable aujourd'hui. Je dis pas que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur, mais je pense que l'IA, c'est très concret, très actuel en tout cas. Voilà, et il y a des podcasts IA, il y a celui de Lomna Kaleja par exemple qui est top, ou écouter les prises de parole de Pierre Monclos par exemple sur ce sujet, qui sont tous les deux effectivement des personnes très intéressantes, ou je pense à un Jérémy Lamry aussi, qui prend pas mal la parole sur ces sujets et qui permettent à chacun de lire, de s'intéresser, de se faire sa propre opinion. Et tu l'as dit, de consacrer un peu de temps en fait, à ce sujet. Et c'est peut-être le sujet que je vois le plus difficile quand tu es RH au fond de la mine, dans ta PME, 200 personnes, que tu es tout seul, éventuellement tu as un assistant, une assistante RH en alternance. Là, tu te dis, mais je fais quand, quoi. Voilà. Je crois que ça peut se trouver, le biais que j'ai choisi, enfin l'axe que j'ai choisi de développer, c'est de préparer un prompt IA que j'ai nourri finalement avec le temps. J'utilise toujours le même, évidemment, comme tout le monde, où je lui parle de ma personnalité, je lui ai partagé mes posts LinkedIn, je lui ai partagé mes prises de parole aussi publiques au sein de l'entreprise, j'entends. Ce qui fait que de préparer un discours, de préparer des nouveaux slides ou de préparer une nouvelle
documentation pour l'entreprise, ça passe aujourd'hui pour moi systématiquement par la moulinette IA. Et avec ça, je gagne énormément de temps. Puisque tu parlais de comprendre l'entreprise, écrire ou prendre la parole dans une entreprise qu'on ne connaît pas, c'est assez difficile. Et là, l'IA, typiquement, est un support d'aide qui me permet de travailler, honnêtement, 2 à 3 fois plus vite. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu n'as jamais raconté à un micro que tu oserais nous dire aujourd'hui? Je pense que j'en ai 100. Ah, okay. Et je pense que tous les RH qui nous écoutent en ont au moins une centaine aussi. On peut pas choisir une. On peut pas raconter beaucoup de choses. Celle qui me vient le plus, j'ai jamais raconté à un micro, mais plutôt à mes proches, c'est mon premier jour en tant que RH dans une entreprise, je dirais pas laquelle, et qui, pour moi, était la quintessence du rôle de RH. Mon premier jour, j'arrive, je récupère mon ordinateur, etc. Il se passe quelque chose au bureau, c'est qu'il y a une bataille de nerfs et quelqu'un prend une balle de nerfs dans l'œil. Non. Premier jour. Ouais. Et donc là, un petit accident du travail pour commencer. Exact. Et ça, c'est une excellente question que tu poses. Là, si les DRH qui nous écoutent font un petit temps de pause, je suis sûr qu'il y a eu 10 façons de faire le sujet. Ouais. Il y a celui de l'arrêt de travail, l'approche pragmatique, technique DRH. 2, le dirigeant de notre bureau pour nous dire qu'est-ce qu'on fait. Et notre cadre on a le droit de jouer au nerf, qu'est-ce qu'il en devient, l'approche de la communication interne, comment est-ce qu'on fait pour communiquer ça aux autres collaborateurs, l'approche de l'empathie, qu'est-ce qu'on fait de ce collaborateur qui vient littéralement alors, rien de grave bien sûr. Il n'a pas perdu un œil. Il n'a pas perdu un œil, mais il a mal à l'œil quand même. Ouais. Et toutes ces dimensions de l'interpersonnel, du conseil aux dirigeants, du cadre, de l'opérationnalité, je trouve s'exprimer bien dans ce sujet-là. Et ça a bien lancé ma carrière, je pense. Ouais, bienvenue. Exactement. Ouais. Quel est ton on n'a jamais fait comme ça préféré en matière de RH, cette pratique nouvelle, innovante que tu aimerais voir généralisée partout dès demain matin dans toutes les entreprises, dans toutes les équipes RH? Je dirais c'est celle de la data et de l'ultra capitalisation, je ne sais pas si ça se dit, de notre métier, puisque tout est mesurable et comme nous sommes en quête d'impact, en quête de preuve d'impact auprès des équipes dirigeantes ou des dirigeants, passer par la statistique est un élément clé pour faire réussir notre positionnement métier. Ça t'arrive de voir chez tes clients, quand tu arrives peut-être des fois des manques de données RH? Là, c'est systématique. Pour le coup. Okay. On commence à le toucher sur l'aspect acquisition, où là, c'est assez simple pour les DRH qui nous écoutent. Prenez un cycle d'acquisition commerciale et vous pouvez le dupliquer littéralement pour la partie recrutement. C'est le même métier, que ce soit les taux de conversion ou les techniques d'acquisition, il n'y a pas à se casser la tête. Donc ça existe de temps en temps, mais c'est rare. Pour ce qui est des stats d'engagement, de fidélisation, de satisfaction, de performance, c'est quasi inexistant. L'INPS a fait son chemin, donc là on parle d'engagement et de satisfaction des collaborateurs et devient un indicateur clé. En revanche, ce qui vient autour, et je pense notamment à la performance, je l'ai jamais vu pour l'instant. Ok. Ou trop peu vu. Ok, donc il y a encore du travail. Est-ce qu'il y a, tu parlais d'outils. Est-ce qu'il y a des solutions RH que tu recommanderais aujourd'hui à un RH pour travailler autrement, des outils ou des méthodologies qui t'ont marqué? Il y a une méthodologie qui m'avait marqué lorsque j'avais changé de SIRH, c'est celle de la stratégie. J'avais jamais pensé qu'on pouvait se faire une stratégie d'outils RH, et si je devais donner un conseil aux collègues qui nous écoutent, ce serait de décider leur stratégie d'outillage. Est-ce qu'ils sont dans une entreprise suffisamment mature, suffisamment stable pour partir sur quelque chose d'all-around, où on prend un seul outil qui fait tout et qui le fait bien, et ça va vite, et ça répond peut-être pas tout à fait à nos enjeux, mais comme on va pas les changer, on aura le temps de s'adapter. Ou 2, on a un système éparpillé, on est en train de changer partout, on veut le meilleur du meilleur partout, et dans ce cas, on va construire sa constellation d'outils RH. Et ça, j'aurais aimé le savoir assez vite, ou du moins y penser, lorsque j'ai commencé à outiller les ressources humaines, pour me dire comment est-ce que je vais me permettre, m'outiller pour répondre aux enjeux de mon service RH. Ensuite, pour ce qui est des outils en tant que tels, là, ça va vraiment dépendre du stade de l'entreprise. Alors, j'ai des parts chez nulle part, je précise, mais j'aime beaucoup Payfit lorsqu'on est en tout début d'entreprise, puisque ça permet quand même d'automatiser un certain nombre de processus basiques RH lorsqu'on n'a pas de savoir-faire.
J'aime beaucoup les outils de mesure de l'INPS et de l'engagement. Tu l'as vu, hein, c'est un de mes gros dadas. Je l'ai répété au moins 4-5 fois. Donc là, on peut avoir Supermood, Office Vibes, qui sont, je trouve, intéressants. Puis je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais citer tout le monde. Un ATS, ça me paraît indispensable. Ouais. Pour le coup, on peut essayer de le faire via Notion, outil que j'utilise énormément. Avec son système de base de données, on pourrait réussir à faire un ATS, mais si on n'a pas les compétences... Il faut rentrer dans Notion quand même. Ouais. Tu vois, nous, on l'utilise tous les jours. Maintenant, c'est mature, mais faut rentrer un peu dedans quand même quand tu veux faire quelque chose. Surtout sur un ATS, que tu veux faire quelque chose effectivement d'assez complet. Je suis pas convaincu ou alors faut être dirigeant déjà fan de Notion et puis ou alors avoir quelqu'un qui est un peu expert Notion dans la boîte et qui adore ça, quoi. Totalement d'accord avec toi. Mais par contre, je te rejoins d'avoir assez vite un ATS. Là, il y en a, on peut en citer 150. Hein, donc, donc il y en a plein sur le marché et il y a de tout, quoi. Et il y a des ATS qui sont très accessibles quand on commence. Effectivement, on n'a pas besoin d'investir non plus des dizaines de milliers d'euros par an dans un ATS au départ. Voilà, après, selon le volume de recrutement, ça peut être différent, effectivement. Ok. Bah, ta vie pro, on en a parlé. Il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Il y en a plein. Des gens que soit tu connais et tu aimerais les entendre, ou soit que tu connais pas, que tu aimerais entendre aussi. Je t'inviterai à contacter Clément Leminck. Oui, bien sûr. Que tu connais bien évidemment, qui est passé sur l'aspect humorisation de notre métier tout à fait. que je trouve exceptionnel. Et sinon, quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses, c'est Nicolas Lecomte, qui fait de la transformation organisationnelle à autre échelle. Disons que là, on vient de se parler plutôt TPE, PME, 150, 200 salariés. Ils interviennent à un autre level et je trouve son regard autour de la vision produit et RH super intéressante. Ok, je vois bien qui est Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, Nicolas. Merci beaucoup pour ta dispo. Si on veut te contacter, on fait comment? Tu es joignable par LinkedIn? Tu réponds aux gens? Oui, je réponds aux gens par LinkedIn. Je suis gentil. C'est un grand plaisir. Vous l'avez vu, je passe beaucoup par grandir en échangeant avec les autres. Donc forcément, LinkedIn, c'est la bonne plateforme pour moi. Pour te contacter en tout cas. Un grand merci, Nicolas. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, à bientôt. Merci, Florent. Ciao. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.